Richard Miller, je suis très heureux de vous retrouver. Vous êtes tellement actif dans tellement de domaines que nous nous voyons très souvent pour mon plus grand plaisir d'ailleurs. Alors, cette fois-ci, nous nous voyons à propos d'un livre que vous éditez, le livre de Philippe Reynard, intitulé De Julien Gracq à André Delvaux. C'est un livre dont vous êtes l'éditeur, mais aussi le préfacier. Et en fait, ma première question portera sur l'un et sur l'autre. Qu'est-ce qui vous a motivé à publier ce livre qui est le mémoire de fin d'études de Philippe Reynard à l'époque, dans les années 70, où il terminait son diplôme de philosophie et lettres à l'université de Bruxelles, et qui est en fait un des premiers mémoires dans cette université-là consacré au cinéma et au langage du cinéma. Alors, qu'est-ce qui vous a motivé, vous en tant qu'éditeur, pour rééditer ce texte? Et qu'est-ce que vous y avez trouvé, que vous développez d'ailleurs dans la préface? Bon, il y a plusieurs, vous vous en doutez, hein, Monsieur Jonio, il y a plusieurs raisons qui m'ont amené à faire ce choix. Euh, Première raison, il est évident, comme vous d'ailleurs, que j'apprécie, hein, et vous aussi, Philippe Reinhardt. Nous avons eu l'occasion de participer ensemble à un colloque récemment consacré à Pasolini, que j'avais initié d'ailleurs. Voilà, j'avais trouvé que son analyse était hyper brillante, qu'il entrait vraiment dans le film dont il voulait parler. Donc voilà, c'est une des raisons fondamentales, c'est un attachement à tout le travail réalisé par Philippe Reinhardt dans le domaine du cinéma et de la cinéphilie. La deuxième raison, elle tient à ma maison d'édition, les éditions du CEP, ce qui signifie Création Europe Perspective, parce que je ne vais pas entrer dans tous les détails, mais il se fait que cette maison avait un peu décliné au niveau du rythme. Il y avait eu un peu moins de publications, tout simplement parce que depuis quelque temps, la maison d'édition s'occupe également d'une galerie d'art et que les expositions, c'est assez lourd à organiser. Et donc, je me suis dit, il faut vraiment relancer cette maison d'édition. Il y a énormément de choses à faire. Voilà. Et donc, j'ai commencé euh, par un livre que vous connaissez bien également, puisque vous êtes le président de la Fondation Maurice Carême. Ça a été une réédition d'un recueil de poésie de Maurice Carême intitulé Brabant. Dans la foulée, j'ai pris différents contacts avec des personnes que je connais, que j'aime, dont j'apprécie le travail, notamment Philippe. Et l'idée de départ, ce n'était pas la publication du mémoire. Ce à quoi moi j'avais pensé, c'était à l'édition d'un ensemble d'articles, de textes divers écrits par Philippe Reinhardt au cours de sa longue carrière. Je viens déjà de rappeler le texte sur Pasolini, par exemple. Et c'est ça qui m'avait donné l'idée. Euh, Derrière cette idée, donc là vraiment je parle en tant que éditeur, je trouve très intéressant des recueils de textes rédigés par différents auteurs à différents moments dans différents domaines. Je suis moi-même préfacier, ben, toutes ces préfaces se perdent. On pourrait citer en exemple tout le travail de Jacques de Decker, par exemple. Voilà, j'ai en tête la création d'une collection qui s'intitulerait Essais au pluriel, Essais et promenades au pluriel aussi. Et donc, je commence avec Philippe. Mais Philippe me répond qu'il est occupé de travailler, de reprendre un texte qui lui tient vraiment à cœur. C'est précisément celui qui avait fait l'objet de son mémoire de fin d'études, de Julien Gracq à André Delvaux. Et il me dit, voilà, pour le moment, moi, je suis dans ce texte-là. Et bon, moi, évidemment, avec comment dire, les réflexes de l'éditeur, ben, tout de suite, je saute sur la balle, comme on dit, et je lui dis, oui, mais tu sais, ça peut m'intéresser aussi, parce que je suis vraiment à la recherche de textes avec
en ce compris une dimension belge. On se comprend, hein, francophone, néerlandophone, voilà, vous connaissez tout le sujet. Euh, Maurice Carême, par exemple, est une étape dans ce domaine-là. Bref, il m'envoie le texte. Je lis le texte de façon approfondie, hein, et je suis charmé. Je trouve qu'il y a dans ce mémoire, comme vous l'avez rappelé, un des tout premiers à avoir été présenté à l'université, à l'ULB, en tant qu'étude attachée ou consacrée au cinéma. Et voilà, donc, de fil en aiguille, ce livre a pu voir le jour. J'ajoute une petite précision, ce n'est pas la première fois que les éditions du CEP publient un ouvrage de Philippe Reinhardt. C'est déjà le troisième, oui, c'est cela. Il y a eu un premier livre consacré à un aspect de la carrière de Philippe Reinhardt que peut-être le public connaît un peu moins, c'est tout ce qu'il a fait en faveur du financement du cinéma. Il est le concepteur de Wallimage, qui aujourd'hui est installé, hein, donc vraiment comment dire, un Et organisme qui un fonds de fonctionne. coproduction du cinéma Voilà, c'est un fonds de coproduction francophone cinéma belge. avec, comment dire, avec des critères wallons. Donc, il faut par exemple que les tournages aient lieu en Wallonie, etc. Mais tout ça, c'est Philippe qui en a été le concepteur et qui l'a dirigé pendant une vingtaine d'années. À présent, il est remplacé par Virginie Nouvelle et le travail se poursuit. Donc ça, c'est le premier livre que nous avons publié de Philippe Reinhardt. Le titre, c'est intéressant de le souligner, était la reprise d'une phrase d'André Malraux, consacrée au cinéma. Et Malraux termine son texte sur l'analyse du cinéma en disant « Et par ailleurs, le cinéma est aussi une industrie ». Voilà. Alors, il y a un autre livre de Philippe Reinhardt que nous avons déjà publié. C'est un recueil de photographies prises par son épouse, Myriam Desbeaux, qui l'accompagnait lorsqu'il couvrait, comme on dit, le Festival de Festival de Cannes. Cannes. Ah Tout oui. un ensemble de photographies noir et blanc exceptionnelles, que nous avions d'ailleurs exposées dans notre galerie à Mons, 3 jours avant que la crise sanitaire n'éclate. Et moralité, on a dû fermer l'exposition tout de suite. Mais enfin, voilà, ce sont de très belles images du Festival de Cannes. Et donc, je suis fier, en tant qu'éditeur, d'avoir à mon catalogue trois ouvrages de Philippe Reinhardt. Alors, en tant qu'éditeur, je tiens à souligner aussi qu'il y a un autre livre, un quatrième livre que l'on pourrait associer à celui-ci, qui est un livre cette fois-ci consacré aux archives d'André Delvaux, archives conservées par Catherine Delvaux, dont vous avez publié un premier assemblage Oui, consacré à des notes d'André Delvaux. tout à fait. Alors ça a été un travail passionnant à réaliser. Euh, qui présente aussi une autre facette de l'éditeur que je suis. Pourquoi? Parce que avec Catherine, Catherine nous Delvaux, donc avons, la fille d'André oui, Delvaux. avec Catherine Delvaux, excusez-moi, oui, avec Catherine Delvaux, la fille d'André Delvaux, nous avons retranscrit l'ensemble des notes. Donc, Catherine Delvaux m'a confié les carnets de son père et je les ai retranscrits sous la surveillance de Catherine, donc de sa fille. Ce n'était pas un travail facile. Tout simplement parce que André Delvaux, bon, comme la plupart des créateurs, notait certaines choses et puis ne faisait pas comme font les érudits, ajouter les notes de bas de page, les citations, les références, etc. Et donc, ce travail-là, je l'ai fait, je l'ai accompli. Bon, j'espère avoir fait du mieux que je pouvais. Je n'ai peut-être pas tout réussi à identifier, mais enfin, il y avait des choses magnifiques. Par exemple, je me souviens d'un vers de Dante cité par Delvaux, mais en fait, il le citait, c'est un peu pernicieux, il le citait en le corrigeant déjà. Et il avait laissé tomber un pluriel et il l'avait remplacé par un singulier.
Et donc, c'était pas facile d'arriver à retrouver la trace du vers original. Et en fait, finalement, je l'ai trouvé. Voilà, donc voilà. C'était un travail passionnant. Et là encore, nous avons joint aux notes prises par Delvaux. Attention, c'est un recueil qui est remarquable, hein, parce que il y a des notes de Delvaux, par exemple, au sujet du film qu'il a consacré à Woody Allen. On ne sait pas souvent qu'il a réalisé ce film. Il y a des notes consacrées au film qu'il a réalisé pour la Cinémathèque. Voilà, puisque vous m'en offrez l'occasion, il y a une dimension d'analyste musical extraordinaire que André Delvaux avait en lui. Il était un grand amoureux de la musique, ce qu'on retrouve bien entendu d'ailleurs dans les musiques de ses films. Alors j'ai Et dans le joint film qu'il a consacré à Woody Allen, d'ailleurs. et dans le film, Et dans le film et qu'il a donc consacré à Woody j'ai Allen, qui était aussi un musicien. ajouté à ces notes d'André Delvaux quelques textes, notamment une lettre qu'André Delvaux non, je pense que nous avons joint les deux choses. La lettre envoyée par l'étudiant Philippe Reinhardt à André Delvaux pour lui dire, voilà, Monsieur Delvaux, je travaille sur votre film, etc., etc. Et nous avons également publié la réponse d'André Delvaux à l'étudiant Philippe Reinhardt. Et j'ai joint aussi l'un ou l'autre texte d'autres personnalités. Oui, notamment dans le livre de Julien Gracq à André Delvaux, la lettre que Julien Gracq lui-même adresse à Philippe Reinhardt pour le remercier de lui avoir donné une copie de son mémoire et pour en avoir fait quelques remarques sur lesquelles on va peut-être pouvoir démarrer maintenant pour parler du livre proprement dit. Julien Gracq indique à Philippe Reinhardt qu'il a bien saisi que le passage d'un langage littéraire à un langage cinématographique ne peut se faire que par ce qu'il appelle une transmutation. Alors vous soulignez dans votre préface, parce qu'évidemment vous êtes aussi philosophe notamment qui avait créé ce concept de l'imaginisation du réel. Donc un livre et une étude comme celui-ci, consacré au passage d'un livre comme Le Roi Cophetua, d'une nouvelle comme Le Roi Cophetua de Julien Gracq, vers le film Rendez-vous à Bray d'André Delvaux, ne pouvait que stimuler la réflexion du philosophe autour de ce concept d'imaginisation qui est, pour le faire très brièvement, le principe selon lequel tout ce que nous voyons du réel, nous le voyons à travers un filtre qui est celui que l'on pourrait appeler le filtre de l'imaginaire. Oui, que répondre à votre question donc, je reviens alors à ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc, Philippe Reinhardt me dit non. Pour le moment, je ne travaille pas à un recueil d'articles, mais je reprends mon texte et voilà. Donc, je lui demande de me l'envoyer. Je le lis, je le découvre. Et effectivement, vous avez vraiment raison. Ce n'est pas seulement les qualités intrinsèques du livre et de l'étude réalisée par Philippe Reinhardt, c'est aussi ce qui m'intéresse pour le moment, qui tout d'un coup trouve dans ce mémoire, et il faut toujours le préciser, écrit dans les années 1970. Hein. C'est pour ça Absolument. aussi qu'il y a une modernité du texte qui est assez étonnante. Ça mérite d'être dit. Je trouve des éléments qui nourrissent qui peuvent nourrir une réflexion que je suis occupé de développer. Alors, deux mots d'explication, c'est exact. J'ai moi-même présenté une thèse de doctorat à l'ULB en philosophie où j'ai étudié les rapports entre la fiction et le réel. Ici, on est dans un autre cas, puisque ici, on a une fiction littéraire transformée, métamorphosée ou transposée en une fiction cinématographique. Et ici, la Donc, moi, de fiction mon point de vue, littéraire serait le réel si on le retranspose dans votre thèse, et la fiction voilà. cinéma étant le côté imaginaire, l'adaptation Oui, imaginaire. ce qui est d'ailleurs très intéressant, hein, intellectuel, philosophiquement parlant, parce que ça signifie aussi que les œuvres de fiction deviennent réalité. À un certain moment, le livre existe, le film existe.
Et donc, il nous influence aussi dans notre façon de voir les choses, dans notre perception, dans notre conception des choses. Et donc, voilà, je travaillais là-dessus, sur le rapport entre le réel et la fiction. C'est un concept que j'ai créé, que j'ai inventé, voilà, le fait qu'on ne voit jamais la réalité, mais toujours l'image que l'on se crée de la réalité. Alors, bien entendu, les arts plastiques, le cinéma, la photographie, mais aussi la littérature, sont des terrains fabuleux pour étudier ces mécanismes. Et donc, voilà, je suis plongé dans ce travail et depuis quelque temps, je me dis que cette idée, cette façon, allez, comment dire, cette méthode, on pourrait peut-être même parler d'une méthode, cette méthode de lecture de la littérature, des romans, de la poésie et aussi des films, du théâtre, enfin bref, de toute œuvre d'art, que cette méthode, ben, finalement, est assez pertinente. Et donc, quand je trouve des éléments, des arguments qui tentent à asseoir cette méthode, ben, évidemment, voilà, le philosophe en moi est tout heureux et je continue à prendre des notes. Moralité, ça a été un véritable plaisir que de lire le texte de Philippe Reinhardt, d'aller y chercher à la fois ce que lui amenait de nouveau, et en même temps ce qu'il m'apportait plus personnellement à moi, Richard Miller, comme exemple, comme argument d'une méthode d'interprétation de ce qu'est la création artistique. Alors, vous soulignez dans la préface un élément qui finalement recouvre l'ensemble de la démarche de Philippe Reynard, mais aussi l'ensemble de ce qui a, je pense, inspiré votre travail de philosophe sur l'imagination. C'est l'interdisciplinarité qui n'existait pas encore comme concept à l'époque où Philippe Reynard a fait son travail, mais que vous qualifiez d'une paraphrase tout à fait tout à fait pertinente, qui est le recours, la pratique de la géologie culturelle, qui permet de faire interagir différentes œuvres d'art pour tenter d'analyser ce qui fait d'une adaptation au cinéma ce qu'elle est par rapport au livre original. Alors là, évidemment, ça c'est le côté le plus passionnant de ce que j'essaie, moi, à titre voilà, donc, de penseur, d'essayer de développer. Je partirai d'un exemple, et qui d'ailleurs est celui qui m'a fait écrire dans cette voie. Je parle d'un grand physicien, un grand professeur de physique, Richard Feynman. Alors, Richard Feynman, qui est un maître de la physique quantique, etc., et écrit quelque part dans ses cours, il écrit ceci. Il dit, je connais, moi, en tant que scientifique, je connais tout ce qui fait qu'une fleur est ce qu'elle est. Vraiment tout. Les mécanismes naturels, chimiques, physiques, etc., etc. Est-ce que c'est pour ça, dit-il, que je vois la fleur moins belle que quelqu'un d'autre? Non. Au contraire, au contraire, plus je connais, plus j'en connais, plus je peux percevoir la beauté de cette chose. Et donc, cet exemple, je vous le donne parce que c'est ce que j'ai essayé d'appliquer le plus possible, oserais-je dire, dans ma vie, dans mes recherches. Euh, L'érudition n'est pas quelque chose à ranger sur le côté. Plus on analyse, plus on réfléchit, plus on connaît, plus on apprend, plus on comprend quelque chose, et parlons d'une œuvre d'art, eh bien plus on peut en voir la beauté, plus on peut en percevoir l'émotion, plus on peut ressentir d'émotion en la voyant. Et il en va de même pour les beautés de la nature. Si vous êtes face à un paysage, vous le ressentez, bah, c'est magnifique, c'est très beau, voilà, puis ça passe. Par contre, si, comme le disait Feynman, vous pouvez apercevoir, vous pouvez ressentir, vous pouvez comprendre les phénomènes qui ont amené ce paysage à être tel qu'il est, etc., eh bien, plus vous pouvez en percevoir la beauté. Donc, au point de vue de la méthode dont je parlais tout à l'heure,
la méthode que j'essaye de développer consiste à ne pas rester accroché, implanté, rivé à une pratique, à un terrain, à un domaine, voilà, c'est le mot que je cherchais, mais au contraire, de pouvoir glisser d'un domaine à l'autre et d'arriver, par exemple, à étudier un autre exemple, l'histoire de l'art, les arts, la peinture, prendre la peinture. Mais c'est très bien, c'est magnifique d'apprécier des œuvres d'art, de pouvoir aller dans un musée, etc. Et chacun, il peut y trouver un immense plaisir que je respecte complètement. Mais si vous regardez différents films et que vous retrouvez dans différents films la façon dont le réalisateur, à un certain moment de son travail, de sa mise en scène, est allé chercher une œuvre d'art, une peinture, une toile, une situation qu'il a vue dans un autre registre, donc dans le registre pictural, alors vous pouvez arriver à mettre ensemble tout un ensemble de réflexions. Et Mm. voilà, je pourrais vous donner quelques exemples. Par exemple, il y a un cinéaste que j'aime beaucoup aussi, c'est Tarantino. Bien, dans Tarantino, à un certain moment, l'héroïne principale dans Kill Bill est couchée dans un cercueil sous terre. Eh bien, voilà, Tarantino, je ne sais pas s'il s'en est inspiré, mais je pense que oui, a certainement vu ce tableau de Hans Baldung Green où il y a un corps étendu, couché sous la terre, et puis alors surtout le grand tableau de la guerre 1914-1918 réalisé par Otto Dix, où vraiment, là, on se retrouve carrément dans le film de Tarantino. Et donc, beaucoup de partage de ce type-là. Et lorsque Julien Gracq utilise le tableau de Burns-Jones dans la nouvelle Le Roi Cophetua, et lorsque Philippe Reinhardt en fait l'analyse de ce que ce tableau devient dans l'œuvre de Delvaux, ils mettent en œuvre ce que je viens de dire. Vraiment, ils le font, ils le concrétisent. Et donc, on a d'une part un tableau, Burne Jones, le roi Cophetua, dont il faudrait, on peut aussi faire des recherches sur l'origine de la légende. Il l'utilise dans son texte littéraire. Delvaux utilise le texte littéraire et le transpose, comme vous avez dit, de Julien Gracq, qui lui-même a utilisé le tableau, et de fil en aiguille, on se retrouve dans le commentaire que Philippe Reinhardt en fait et qu'il fait ressortir. Donc pour moi, c'était une démonstration magnifique de ce que j'essayais de faire. Il y a aussi tout le rapport que Philippe Reynard met en évidence aussi entre l'utilisation de la musique dont on avait parlé au début de cet entretien, l'utilisation de la musique dans le film d'André Delvaux, qui peut d'une certaine manière, moi je ne sais plus si c'est Philippe Reynard qui le dit ou si c'est une réflexion qui me vient de la lecture de votre préface, on peut imaginer que ce qui est évocation d'un tableau dans l'œuvre littéraire peut devenir une évocation sous forme musicale dans un film, puisque les recours aux signes et au langage sont différents dans un cas comme dans l'autre. Il n'y a pas de musique dans le livre et il n'y a pas de référence littéraire dans le film. Ah oui, et donc c'est cette espèce de... et donc, pour revenir à votre question initiale, Philippe Reinhardt, utilisant le vocabulaire de l'époque, donc durant les années 70, il faut le rappeler, lui utilise le terme interdisciplinarité. Je pense que ce terme de géologie culturelle voilà, que j'ai utilisé dans la préface exprime bien ce glissement de terrain, ce glissement d'un domaine à l'autre. Et ce qui fait que le cinéma est un art aussi important, aussi essentiel. Après, je dirais peut-être encore autre chose à ce sujet-là, mais en tout cas, en fait un art aussi essentiel, c'est évidemment parce que il se permet, il peut utiliser, mettre ensemble sur un même support différentes disciplines, différentes pratiques, différents modes d'expression artistique, comme la musique. Mais on peut aussi parler, par exemple, de l'architecture.
Dans les films, les personnes se marchent, avancent, passent devant des bâtiments, descendent des escaliers, etc., etc. Il y a donc toute une composition architecturale qui est là présente aussi, qui est fort présente aussi d'ailleurs dans le film du Rendez-vous à Bray, puisque tout se passe à l'intérieur, enfin la majeure partie du film se passe à l'intérieur d'une maison. Donc ces éléments-là font la nature même du film, de ce qu'est le cinéma. C'est pour ça que le cinéma, à mes yeux, est extrêmement important. Et c'est pour ça qu'il y a toute une réflexion et un débat, peut-être même un combat à avoir pour le maintien de cette vision cinématographique, de ce domaine de création cinématographique. Donc voilà, le cinéma est un peu porte à l'écran cette espèce de réflexion sur une géologie culturelle qui nous permettrait de passer d'un sujet à l'autre. Mais en faisant fort attention de ne pas mettre ensemble des éléments qui n'ont rien à voir les uns des autres. C'est pas du bric-à-brac, c'est pas un marché aux puces. Ce qui fait la solidité de l'œuvre, c'est qu'évidemment, elle met ça ensemble et elle parvient à les mettre ensemble. Et que la musique chez André Delvaux fait partie intégrante du film. Donc voilà, Et alors, ce que je voulais vous dire aussi à propos du cinéma et de son importance, c'est le fait que si on reprend cette idée qu'on ne voit pas la réalité, mais toujours l'image que l'on se fait de la réalité, il y a un auteur, un très bon livre qui a été publié récemment, qui explique qu'en fait, notre mécanisme de formation de la vision est tout à fait similaire au fonctionnement d'une caméra. Et donc, c'est intéressant aussi parce que ça voudrait dire que le cinéma réussit à filmer notre cerveau. Donc, c'est un ensemble d'éléments qui ont fait que, en lisant le texte de Philippe Reinhardt, je me suis senti tout à fait chez moi et écrire cette préface a été un vrai bonheur. Philippe Reynard qui évoque aussi d'ailleurs les spécificités du langage cinématographique, que ce soit le montage, que ce soit la photographie. Il évoque notamment Guylain Cloquet, qui est un directeur de la photographie exceptionnel, avec lequel André Delvaux a beaucoup travaillé. Mais peut-être parce que le temps passe et avec vous, on sait qu'on peut parler pendant des heures et des heures sans voir le temps passer. Mais là, je dois surveiller mon petit chronomètre et peut-être vous demander comme dernière réaction lorsque vous avez lu l'essai de Philippe Reynard, lorsque vous avez composé votre préface, est-ce que la vision et le souvenir que vous aviez de la vision du film d'André Delvaux s'est modifié, s'est enrichi, a pris un autre angle, a donné d'autres priorités à votre regard si vous avez revu le film depuis là? Oui, donc j'ai vu le film il y a très longtemps, hein, voilà, moi j'avais le souvenir de cette relation euh, amoureuse étrange entre la femme qui accueille cet homme qui est un ami, qui a rendez-vous avec un ami et l'ami ne viendra pas, etc. Donc j'avais conservé en mémoire la trame du film. Puis il y a eu une étape un peu plus récente, c'est lorsque, notamment grâce à Philippe Reinhardt aussi, je pense, le film a été, enfin, le DVD avec le film est sorti. Et c'est là alors que j'ai revu ce film d'une façon beaucoup plus attentive, avec tout un ensemble d'éléments expliquant différents détails, etc. Donc, si vous voulez, euh, j'étais bien armé pour la lecture du manuscrit de Philippe Reinhardt. Et malgré cela, malgré le fait que j'étais bien armé, ou peut-être grâce au fait que j'étais bien armé, après tout, j'ai été très sensible, notamment à tout ce que Philippe écrit à propos de la musique, bien entendu, mais je pointerai un élément, c'est à propos des objets et de la vie des objets à l'écran tels qu'ils sont filmés par André Delvaux. Et donc, c'est très, très important parce que là aussi, on touche à la nature du cinéma. Le cinéma, il y a un cadre,
voilà, le réalisateur a choisi de cadrer une partie de la réalité et ce qu'il met dans ce cadre-là, ce qu'il nous montre, n'est jamais ou ne peut pas être insignifiant. C'est peut-être même là où on voit la différence entre un bon réalisateur et un réalisateur de moindre envergure. Et donc, les objets, je ne dirais pas que les objets au cinéma ont une vie qu'ils n'ont pas dans la réalité, parce que je considère au contraire que tous les objets ont cette vie dans notre réalité. Mais ce qui est extraordinaire au cinéma, c'est que le film, c'est qu'à l'écran, on le voit, on voit qu'ils ont cette vitalité, cette vie. Un objet que je connais depuis toujours, qui est posé sur mon bureau, bah, il a une vitalité par rapport à mon existence, il représente quelque chose dans mon existence que je ne peux pas toucher, mais qui fait partie de ma vision de cet objet. Mais je ne le vois plus tellement j'y suis habitué. Au cinéma, on le voit. Le réalisateur, un réalisateur aussi important qu'André Delvaux, lui, parvient à nous le montrer, à montrer avec certains détails, l'assiette, le vase, etc., etc. Et je crois qu'un des apports les plus positifs de l'analyse de Philippe Reydart est d'avoir insisté sur cette part des choses. Et quand je disais tout à l'heure qu'on ne voit plus cette vitalité des objets tellement on y est habitué, les objets de notre quotidien, etc., etc., on pourrait presque dire qu'il s'agit là d'une invisibilité. Le cinéma rend les choses visibles, rend les objets visibles, donne de la visibilité aux objets. Et ça, Philippe Reinhardt l'a pointé. Eh bien, ce sera un des éléments que nous allons retenir, Richard Miller, pour clôturer cet entretien. J'invite celles et ceux qui nous regardent ou qui nous écoutent à évidemment se procurer ce livre de Julien Gracq à André Delvaux, paru aux éditions du CEP, préfacé par vous, accompagné d'une correspondance entre André Delvaux et Philippe Reinhardt à l'époque où il écrivait son mémoire, et également d'une lettre très touchante de Julien Gracq à Philippe Reinhardt. Et puis c'est aussi peut-être une invitation à se procurer le DVD et les Blu-ray de la réédition du film Rendez-vous à Bray d'André Delvaux, qui fait partie de nos grands cinéastes. Merci Richard Miller, et puis à très bientôt pour un autre livre, une autre édition, une autre exposition. Avec vous, on ne sait jamais où on va, mais on y va volontiers. Merci Richard Miller. Merci beaucoup, Jean Joniot. Merci.